Salut à tous, c'est Anthony Stan, j'espère que vous allez bien et donc du coup on se retrouve pour la deuxième partie de la discussion avec Calix. Si jamais vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la regarder, je mettrai le lien dans la description. Et donc dans cette deuxième partie, un petit peu le programme, donc on va parler de Pocket Management, création de sets, ce qu'il appelle la théorie du sandwich, également pourquoi il fait de la magie, des conseils, voilà tout ça dans cette deuxième partie. J'arrête de parler et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Du coup, là, tu as utilisé un Rubik's Cube. Une question, est-ce que tu l'utilises en close-up Est-ce que tu fais ça en close-up? Alors, ça fait partie des choses que j'ai envie de mettre en place, mais comme je suis un peu borné, j'aime bien déjà bien maîtriser mon sujet quand je bosse quelque chose. Et on pourrait parler d'Henri, de notre groupe un peu de magicien lyonnais. Henri, c'est pareil, quand il veut se mettre au Rubik's Cube, il va acheter tout ce qui se passe sur le Rubik's Cube, tous les livres, tout. Il va faire sa biblio et après il va essayer de transpirer des routines. Et ben moi c'est un peu pareil. Et là je bosse et je vois pas quel axe avec le Rubik's Cube. Pourquoi j'arriverais à une table avec un Rubik's Cube? Et ça j'arrive pas à répondre à cette question. Ou j'arrive à y répondre, mais ça me correspond pas. Donc là j'ai une petite idée d'utilisation du Rubik's Cube et j'aimerais bien que le Rubik's Cube fasse autre chose que d'être résolu. Donc là, je suis en train de réfléchir. C'est pour ça que j'ai acheté aussi Isolated de Kyron Johnson. Je trouve que justement, on sort un peu du Rubik's Cube. C'est un objet retrouvé dans une bouteille, comme une pièce, comme une bague. Donc là, on sort un peu du Rubik's Cube et voilà. Donc là, je sais que c'est à la mode en ce moment. Je sais que beaucoup en font. Je sais surtout que ça va être une mode qui va un peu passer et que finalement c'est pas plus mal que je réfléchisse et que je le sorte après que tout le monde après que cette mode soit passée. Et il y a des modes dans la magie comme Il y a eu les boîtes transparentes, il y a tout qui sort en même temps. Mais après, voilà, je pose la question aussi par rapport à, il y a le fait comment introduire un Rubik's Cube, même si des balles mousse, c'est pour les instru. Après, ça peut s'introduire, mais c'est pas un objet, on va dire, commun. Il y a aussi le fait que je te pose la question, c'est par rapport à l'encombrement. Parce que le Rubik's Cube, c'est quand même quelque chose qui est encombrant. Voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu es prêt à avoir sur toi? Je parle là, du coup, encore une fois, en partie pro, parce que... Ouais, c'est une bonne question. C'est aussi ça. C'est aussi pour ça que pour l'instant je l'ai pas mis à mon répertoire, c'est que c'est encombrant. Un peu comme le book test. J'ai une grosse envie de mettre du book test en table à table, en cocktail, enfin en conditions non scéniques. Mais c'est vrai que c'est encombrant. Du coup, je réfléchis à ça. Là, j'ai trouvé des choses qui permettent de le tenir à la ceinture comme ça. Ouais, les chargeurs, ouais. Ouais, un chargeur, donc ça va être le côté plutôt pratique. Mais des fois, si tu veux, dans la magie, enfin dans mes sets, comment je construis un peu mes routines, j'ai beaucoup d'effets qui sont contraignants. Par exemple, tu pourrais prendre le Rubik's Cube, ça pourrait être contraignant. À un moment, je faisais beaucoup la routine de la pièce dans la bouteille, avec une bouteille de Perrier, donc qui était basée sur la routine de Michael Kaminskas dans son livre Miracle Material. Et donc, elle était basée là-dessus, avec disparition de la bouteille, apparition de deux pièces, boum, une pièce se transforme en bouteille. Donc, t'as une bouteille de Perrier qui apparaît, après la pièce, elle rentre dans la bouteille, et à la fin, la bouteille rentre dans la pièce. C'est le truc inverse. Donc, en fait, t'as la bouteille, et hop, il te reste plus que la pièce. Et donc voilà, mais c'est contraignant parce que du coup t'as une bouteille de Perrier, enfin je sais pas si tu vois le volume, c'est comme une canette de Coca quoi, sur toi. Donc c'est quand même lourd, c'est du verre. Mais c'est contraignant, mais par contre ça a un fort impact. C'est comme ceux qui font l'apparition de la bouteille à David Stone, Eric Lebon et autres. C'est contraignant, c'est sûr. Par contre l'impact est là quoi. Donc il faut savoir des fois faire des choses contraignantes, mais pour avoir un impact derrière où on sait que les gens vont s'en souvenir. Voilà, parce que t'as beau faire ta routine de cartes ou quoi, faut qu'ils aient un souvenir de ton passage. Sinon, ça sert à rien. Quoi. Ouais. Non, mais voilà, je pose la question. Ouais, tu fais bien. Après, les choses encombrantes, c'est sûr que voilà, il faut trouver un système. La ceinture, c'est toujours bien.
Ça peut être bien. Après, Mais... tu peux arriver avec. Hein. Là, j'ai commencé à mettre en place ma routine de book test. Et ben, du coup, j'arrive avec le livre, boum, je le pose et je commence mon set. Et j'en parle pas du livre. J'attends qu'une seule chose, Oui. c'est qu'on me pose la question, quoi. Et ça, c'est une des théories qu'on utilise beaucoup, la théorie du sandwich avec mon pote Nico, on l'appelait comme ça. C'est un effet pour qu'il soit fort, pour qu'il soit mémorable. Il faut qu'on ait envie de le voir. Si tu prends une carte, tu la déchires devant les gens, tu la poses sur le côté. Il y a forcément quelqu'un, ou même tout le monde, va te demander, et la carte, là, tu peux la restaurer? Alors que si tu prends une carte, tu la déchires comme ça, tu la restaures, oui, ça te fait partie de ton numéro. Par contre, là, t'as la carte qui est déchirée à côté de toi, bah, tu te dis, bah, non, enfin, c'est pas prévu, c'est pas, et tu regardes les morceaux, tu les prends et boum, 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 tu la recolles et tu lui offres. Là, t'inquiète pas qu'ils vont s'en souvenir. Alors que si tu faisais ta routine classique de TNR, boum, tu recolles, tu redonnes, ouais, voilà, c'est bien. Mais par contre, si c'est eux qui te demandent l'effet, c'est comme, je sais plus qui en parle. T'es dans la forêt, tu te promènes et là, tu te dis, oh là là, ça fait 2 heures qu'on marche, j'ai envie d'un McDo, tu sais pas quoi. Tu sais pas comment. Et là, t'es là, bah écoute, je vais prendre des feuilles, je vais prendre une branche, plouf, un coca, plouf, un hamburger. T'inquiète pas que toute sa vie, la personne, elle va s'en souvenir de ça. Parce qu'elle en avait envie. Et t'as été capable de le produire. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est comme, enfin, on va dire, le spectateur a l'impression que c'est lui qui va contrôler, qui te coince même parfois. Et de toute façon, pour un spectateur, tu es capable de faire tout. Puisque si tu es vraiment un magicien, bon après, voilà, tu es capable de faire tout. Donc ils vont te challenger. Et si tu es préparé pour ça, ou que tu l'anticipes et on va dire que tu le provoques, ben voilà, c'est comme tu dis, c'est là où tu vas avoir le plus d'impact. Ah bah, Comme, c'est 10 fois mieux, ouais, ouais. carrément. Bah, tu vois, Akuma, on en parlait tout à l'heure. Donc moi, j'ai les informations, je connais sa date de naissance, donc forcément, j'arrive à remonter à son signe astro. Et je fais du mentalisme. Et je dis pas tout ça. Et je lui dis, mais et à un moment dans le numéro, bah, pensez dessinez-moi un dessin. Je fais avec le Hpad et hop, je suis capable de le deviner. Je dis, mais là, non, pensez pas à votre date de naissance, on y reviendra plus tard. Juste le fait de dire ça, la seule chose qu'elle a envie, et en plus c'est personnel une date de naissance, la seule chose qu'elle a envie, c'est que tu lui révèles, quoi. C'est que tu essaies de deviner. Et alors là, tu te dis, bah non, moi je suis pas capable de ça, c'est trop compliqué et ça marche qu'avec 5% de la population. Et là, tu fais ça, tu lui révèles sa date de naissance, en plus tu lui as dit qu'elle était différente des autres, puisqu'elle fait partie des 5%, donc ça lui fait plaisir. Et là, elle se souvient de toi, c'est obligé. Ouais, ça me fait penser à un truc, c'était Christian Blom, je crois, qui en parle, il fait une routine de Bonto, et en fait après il fait avec un coin qui est déchiré, la carte se transforme, mais il reste le coin qui est face en bas sur la table, et ce qu'il dit c'est de pas dire de retourner en fait, c'est juste de faire ça, de s'arrêter, même de ce qu'il fait lui, c'est qu'il jette un regard sur le coin, il regarde le spectateur, il attend que le spectateur se dise mais le coin là, et après c'est le spectateur qui prend l'initiative de retourner et voir que ça a changé. C'est un petit peu dans le même, dans Ah le oui, même oui, esprit c'est quoi. ça. Faut être capable de créer la demande, l'envie de voir un effet. Une carte qui remonte, si tu arrives à créer l'envie que la carte elle remonte, bah, t'es 10 fois plus puissant, quoi. Enfin, parce que en fait, il y a un problème, il y a une envie, il y a un besoin, et toi, tu es capable en tant que magicien, de répondre à ce besoin. Ouais, et Voilà, je sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui parle, ou c'est peut-être Danny Ortiz, je sais plus. Il parle d'un élastique. Ouais, avec Greg Wilson, je crois que c'était. Et tu tires, t'as une tension. Bon, après, ça, c'est pour d'autres choses aussi. Et bam, tu lâches, et du coup, ça a plus d'impact, forcément. Ça a plus d'impact. Du coup, juste par rapport à ça, d'une manière générale, c'est une question que je pose. Quand tu fais de la magie, tu la fais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux véhiculer? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux transmettre? alors, ouais, c'est une belle question. Alors, je fais pas de la magie pour faire de la magie. Pour, pour moi, la magie, enfin, je suis hyper passionné de la magie, enfin, je pourrais me la perfuser 24 heures sur 24. Mais pour moi, la magie, c'est un véhicule. Je fais pas des tours. Voilà, la carte, elle remonte, c'est joli, hein, elle est belle, ton ambitieuse, ton coup, boum, elle est montée hyper rapidement, c'est sympa, c'est joli.
Par contre, qu'est-ce que ça véhicule? C'est plat, quoi. Enfin, il y a aucune émotion qui est générée par ça. Donc, du coup, c'est d'utiliser la magie comme outil. Donc, ça peut être un outil de communication, ça peut être un outil. T'es dans un parc, t'es tout seul, ou t'es dans un bus ou dans un train, un avion. Tu commences à faire des choses, ça te permet d'entrer en relation avec des gens et après de discuter. Donc, la magie, pour moi, c'est un véhicule qui permet énormément de choses. Ça permet de faire du commerce, ça permet de promouvoir des marques, ça permet de voilà, et ça permet beaucoup de choses en mêlant une émotion, l'émotion magique, mais qui peut être la peur, j'en sais rien moi, l'amour, enfin plein d'émotions différentes. Donc le but c'est de créer ces émotions, ces brèches pour ensuite s'engouffrer dedans, quoi. Et du coup, ouais, tu parles de ça, ça me fait penser à une question. Euh, donc tu vois là, je suppose comme tout le monde, ben, tu consultes pas mal de ressources, ça peut être des livres, des vidéos, etc. Est-ce que tu consommes des ressources uniquement sur la magie, même si dans certains ouvrages on aborde d'autres choses, parce que tu parles du commerce ou des trucs comme ça. Est-ce que tu lis d'autres choses, par exemple sur la communication, ou tu es vraiment basé uniquement sur des livres qui sont disponibles, on va dire, en boutique spécialisée, quoi. Oui, alors je lis beaucoup sur la communication, le marketing, la vente, parce que c'est un domaine qui m'intéresse et pour moi, les deux sont liés. En fait, la vente, tu arrives vraiment à guider les gens là où tu as envie, c'est-à-dire signer un contrat. Le marketing, pareil, c'est utiliser les émotions, essayer de faire naître des émotions chez les gens pour qui te suivent après et consomment ce que toi tu as prévu, enfin, ce que les marketeurs ont prévu. Donc tout ça, ça m'intéresse. Je lis pas mal là-dessus et aussi dernièrement j'ai lu, et ça m'a retourné, c'est Alexandre Astier qui en parle dans une interview sur YouTube. Il parle de Christian Vogler, et ça c'est vrai que son livre est hyper bien. C'est le guide du scénariste, en fait, c'est comment utiliser comment depuis la nuit des temps les histoires sont exactement les mêmes, que ce soit dans les Disney, que ce soit les Star Wars, que tout, ou les histoires d'Hansel et Gretel, elles sont toutes écrites pareil, toutes sur le même moule. Donc j'essaie un peu de m'inspirer de ces domaines, mais je suis tellement piqué par la magie que si tu veux, je ne pense qu'à ça. C'est-à-dire que je vais m'intéresser à un sujet n'importe lequel, c'est parce que derrière il va me permettre quelque chose en magie. Donc voilà, c'est pas forcément désintéressé. J'arrive pas, par exemple, à me dire je vais aller voir tous les Star Wars, les films fantastiques, tout ça. Beaucoup en parlent et c'est vrai que c'est bien de s'y intéresser, les Harry Potter, parce que ça peut être utile pour la magie. Mais j'arrive pas à accrocher, quoi. Ce genre de choses, j'ai beaucoup de mal. Le cinéma, si j'y vais 3 fois par an, voilà. Si j'y vais, là, le dernier film que je suis allé voir, c'est un docu-fiction, quoi. C'est un film qui parle, c'est pas forcément hyper gai, mais qui parle de la fin du monde agricole. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la magie, mais en fait, il faut que j'apprenne des choses quand je lis, quand je regarde des choses. Alors que David, lui, il est capable d'emmagasiner, de lire beaucoup de livres fantastiques. De la fiction, ouais, enfin. Ouais, beaucoup de fiction. Et c'est vrai que ça, j'ai beaucoup de mal. Ouais, il faut forcément que mon cerveau apprenne des choses, il faut que j'apprenne des choses. je suis pareil. J'ai beaucoup de mal, et c'est tout tourné vers la magie, et c'est vrai que c'est dommage. Du coup, je me dis que je me limite. La musique, j'en écoute, mais je suis pas un grand gourmand de magie comme beaucoup de magiciens Musique, ouais. ou de spectacles qui soient différents de la magie. Ou alors ça va être beaucoup de comics, ça j'accroche énormément. Mais sinon, j'ai du mal à aller voir une pièce de théâtre si elle n'est pas de lien avec la magie. Et du coup, non, parce que je posais la question par rapport à ça, parce que ben, forcément, comme si t'as parlé de la vente, mais il y a d'autres choses. Et la magie, en fait, c'est l'exploitation. Alors, je dis ça, mais du cerveau, en fait. On va utiliser le cerveau du spectateur, puisque, comme on dit, c'est le spectateur qui fait le tour. C'est pas nous, puisque c'est la perception qu'il va avoir. Donc, c'est pour ça, parce qu'il y a la PNL et tout. Donc, c'est pour ça que je posais
cette question. Oui, c'est ça. Nous en fait, on arrive avec des méthodes physiques et même des méthodes mentales à guider le spectateur. Mais finalement, si on n'a pas de spectateur, si on n'a pas de cerveau devant nous, il n'y a pas de magie qui existe. Tu auras beau faire disparaître une pièce, s'il n'y a personne pour voir, il n'y a pas de magie. Et oui, donc on a besoin de leur cerveau, et leur cerveau, c'est intéressant de savoir comment il fonctionne. Donc voilà, il faut s'intéresser à la mémoire, il faut s'intéresser à la chaîne de Chacan. Et voilà, il a placé la pub. Donc voilà, parce que... Et puis même pour soi, c'est intéressant de connaître tout ce fonctionnement pour toi pouvoir créer des effets qui soient percutants et puis les créer, quoi. C'est savoir aussi comment ton cerveau fonctionne pour créer des effets. Ouais, exactement. Par rapport aux ressources... De quoi, pardon? Ouais, c'est un peu plus large. Ouais. Par rapport, du coup, aux ressources, est-ce que tu lis quelque chose de varié? Enfin, tu consultes quelque chose de varié? Est-ce que tu es plus livre? Est-ce que tu es plus vidéo? Est-ce que tu mixes les deux? Quel est... Alors, pour répondre à ta question, je suis pas d'une génération vidéo, même si j'en ai mangé pendant un moment une quantité folle. Je suis beaucoup plus livre, et puis j'adore quand t'as... C'est 4 pièces de francs qui font du bruit. Quand t'as ça devant toi, c'est une odeur, ça a une texture, t'as le cerveau qui est en ébullition, alors qu'un DVD, quand t'es devant, ça a été un peu la remarque suite au DVD de Stone sur les forums, c'est que tu avais plein de petits Stones qui naissaient suite à ces DVD parce que il y a, en regardant quelqu'un faire, qu'on est un prof ou qu'on regarde un DVD, finalement on devient un peu celui qu'on regarde, alors qu'on n'a pas cette manière de devenir, on ne devient pas Darwin Ortiz parce que je lis son livre. Voilà, on garde sa personnalité. Même si c'est bien de regarder des DVD, surtout quand il y a du live, il y a de la performance, parce que souvent on voit une manière de faire, comment fait le magicien. Par exemple, Jones, j'aime beaucoup son travail. Et même quand il fait choisir une carte, il a une façon assez aérienne. Tu vois, il a les pouces ouverts, quand il n'a pas de forçage, il a toute une manière d'être qui met en valeur en fait la magie. Donc c'est aussi bien d'observer ces gens. Ouais. Ok. Et du coup, question assez classique, si il y a quelqu'un qui doit commencer ou qui débute, qu'est-ce que tu lui conseillerais en général? Ça peut être des ressources ou ça peut être des conseils en général. Par exemple, toi, quand tu as commencé, si tu revenais le jour où tu débutes, tu te donnes quoi comme conseil? Tu sais, je suis plus très jeune, ça se voit. C'est que je viens d'une époque où Internet n'existait quasi pas. Et si tu voulais un livre, tu l'achetais chez Hornecker. Et si tu voulais un DVD, tu l'achetais 600 francs, c'est-à-dire c'était des VHS. 50 euros, ouais, un peu plus. Donc, non, 600 francs, ça faisait... oui, non, pardon, ouais. Ça faisait une centaine d'euros. Ouais. Ça venait des États-Unis. Après, il fallait aussi... il y avait un coût, hein. Mais voilà, déjà, à l'époque, le secret était un peu plus rare. Maintenant, il y a Internet, il y a tout ça. Donc quoi dire à un jeune ou un moins jeune qui commencerait la magie maintenant? Je dirais ce que j'ai l'habitude, par là où je suis passé, c'est-à-dire d'ouvrir des livres. D'ouvrir des livres et aussi aller à la rencontre d'autres magiciens. C'est là où moi j'ai pris un pic, surtout avec des pros. Quand je suis arrivé à Clermont-Ferrand, là-bas il y avait pas mal de pros et là j'ai eu un pic d'amélioration de ma magie grâce à ça, grâce aux rencontres, grâce au brainstorming, grâce à tout ça, quoi. Donc les bouquins, et deux aller voir des magiciens, et
et surtout se faire conseiller des bons livres. Ok. Donc voilà, après bah, tu parles de magicien, j'aborde ça, je l'ai abordé cette question et du coup je veux bien avoir ton avis. Ce que je parle avec mon parcours, à un moment, ben, bien sûr avec les magiciens on progresse. Par contre, j'ai été formaté d'une certaine façon, ce qui fait que j'ai eu du mal à revenir en arrière. Je t'explique parce que là c'est flou. C'est Oui. que comme j'étais avec des magiciens, j'étais un peu plus focus sur des routines que tu appelles de la magie pour magiciens. Donc du coup, je Ah me oui. suis enfermé dans ça. Et j'avais du mal à faire retour puisque pour un spectateur, encore une fois, il connaît pas la technique est invisible. Donc, il n'y a pas besoin de faire des techniques du feu de Dieu où il y a des mouvements parasites. C'est une magie pour magicien et une magie pour spectateur, c'est complètement différent. Est-ce que toi, tu as eu ça ou pas du tout J'ai eu ça au début, mais c'était le début. J'avais pas encore toute cette connaissance. J'avais pas ingurgité tous ces livres, tous ces DVD, j'avais pas toute cette expérience. Et du coup, je m'intéressais à pas mal de choses. Et pour avoir ces connaissances, donc les foulards, ça pouvait être les anneaux chinois, ça pouvait être tout, les dés à coudre, ça j'ai adoré ce passage. Et du coup, il fallait aller voir d'autres magiciens. Et effectivement, eh ben, tu t'intéresses aux magiciens de club et c'est pas forcément là où tu progresses ou oui, comme tu dis, tu fais de la magie pour magicien. Je me souviens des spellbound où on était là comme ça, hop, la pièce elle changeait et tout. Mais pour un spectateur, il en a rien à carrer quoi. La pièce elle change 50 fois, c'est bon, mec. On sait que tu sais changer une pièce en pièce d'argent, en pièce de cuivre, en pièce d'argent, en pièce de cuivre. C'est bon. Surtout en ayant des mouvements où c'est pas naturel quoi. Mais les magiciens, ça s'appelait parce qu'il y a de la technique. Eux, ben, enfin, je m'inclus là-dedans. On s'intéresse à la technique. Quelqu'un qui va me faire un clip shift hyper propre à côté de moi, ça va être hyper beau. Je vais dire, waouh, bravo, le mec, il a passé du temps. Par contre, un spectateur, si tu as envie de te faire remonter une carte, bah, tu as plein de méthodes qui sont pas forcément moins magiques que le clip shift. Enfin, tu vois. Je dis pas qu'il faut pas bosser la technique, mais encore une fois, il faut réfléchir à ce qu'on bosse, pourquoi on le bosse. Est-ce qu'il vaut mieux faire un contrôle en mélangeant le paquet comme ça à la française ou il vaut mieux faire un saut de coupe? Après, ça dépend de ce que tu veux laisser comme impression aux gens. S'il faut bosser le saut de coupe parce que tu fais parce que quoi? Parce que tu fais remonter une carte. Donc là, tu es obligé de faire un saut de coupe pour que la carte, enfin, ou une méthode comme ça, pour que la carte remonte sur le dessus. Par contre, si tu veux faire remonter la carte sur le dessus, tu fais une ambitieuse, tu fais ça, la carte elle est sur le dessus, le spectateur il se dit bah attends mais c'est pas magique, tu viens de mélanger, si ça se trouve, elle peut être aussi bien dernière que première que, enfin là finalement je redis ce que dit Darwin Ortiz dans son livre. Mais il faut, enfin la technique il faut pas la bosser pour la technique, il faut aussi la bosser pour ce que tu veux laisser comme sentiment. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé les sujets qui étaient abordés. Dites-le moi dans les commentaires aussi, mettez un j'aime, comme ça, ben, ça m'aide et aussi ça me permet de savoir que vous aimez ce genre de vidéos. Abonnez-vous aussi et juste avant de terminer, un petit programme de la troisième partie, et oui parce que c'est pas fini, donc une troisième partie avec de nouveaux sujets. Donc on abordera qu'est-ce qu'un bon magicien selon Calix, également comment gérer les spectateurs difficiles, comment s'adapter aux spectateurs, c'est aussi un point important. On parlera de création d'effets, comment entrer dans un groupe. Donc voilà un petit peu le menu de la troisième partie. Et moi, je vous donne du coup rendez-vous dans quelques jours pour la suite des vidéos. Allez, à plus, ciao.